Nous sommes de retour, madame, monsieur, sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre plateau citoyen. 10-12, le Zénith, c'est l'émission qui dit haut tout ce que le peuple dit tout bas et le pense généralement. On va commencer au Zimbabwe pour dire que là-bas, les Européens ont décidé d'alléger les sanctions qui visent ce pays. Deux personnalités ont été donc retirées de la liste des individus dans le viseur des Européens, dont Augustin Chiuri. Il est donc l'ancien responsable de la police nationale, c'était sous Mugabe. On a également trois personnalités autres qui sont sur surveillance et qui ne sont pas du tout tirées d'affaire. On peut citer ici Constantino Chiwenga, c'est l'ancien chef d'état-major sous Mugabe, mais également Perence Chiri, responsable de l'armée de l'air, l'ancien responsable de l'armée de l'air sous Mugabe. On va dire que Robert et Grace Mugabe restent donc privés de déplacement sur le continent européen et leurs avoirs en Europe restent gelés. Donc il faut dire que c'était à l'occasion d'une réunion des ministres des Affaires étrangères réunis à Bruxelles sous la houlette de Federica Mogherini. C'est la chef de la diplomatie européenne. Comme chaque matin, le plateau est en place. D'abord vous, monsieur Bachou Charles Armel. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Psychose dans le Mongo. Les populations se préparent à fuir. Menace constante des Ambaboy. Ediki, Mundek, Mburuku. Que faire? Que dire? Parole donnée au chef des armées et au secrétaire du Conseil national de la sécurité. Dites-nous ou dites aux populations que faire. On pourrait également citer Normois dans cette logique parce que c'est très très compliqué pour cette crise anglophone qui déborde comme on le voit depuis plusieurs mois sur d'autres régions, régions de l'Ouest, régions du littoral comme on le voit avec le département du Mongo. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopossi et bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. Ce matin, on va s'intéresser à deux sujets qui ont fait la une ou encore qui ont fait un topo sur les réseaux sociaux et qui vont certainement encore continuer de le faire. Déjà, les descentes à l'ouest ce week-end de Jean de Dieu Momo, ministre voilà, Jean de Dieu Momo de la justice, garde des Sceaux, qui a été acclamé à Bonjou, nos obsèques de Richishim Notchwing et surtout cette Notchwing. Notchwing. Alors, Jean de Dieu Momo, c'est le ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Chargé garde des Sceaux. Donc, il est donc ministre délégué, pas ministre plein, il est ministre délégué auprès du ministre d'État, Laurent Issou. Ouais. Voilà. Et on va dire que pendant ce temps, il y a un citoyen qui a écrit une lettre adressée au chef traditionnel Bamileke qui, dans cette lettre, il signale bien que leur silence est complice. Donc, on va pouvoir en parler dans le cadre de l'arrivée des réseaux sociaux. Et on va aussi parler de cette lettre de Titus Edzoa, ancien secrétaire général de la présidence de la République et ancien médecin personnel du président de la République, qui demande à ce dernier d'arrêter la rhétorique de la guerre sur la crise anglophone et propose quelques pistes de solutions. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Bombok Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Foposi-Negou, bonjour à vos chers téléspectateurs. Moi aussi, je m'attarde sur la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour revenir à cette requalification faite par le social-démocrate il y a environ 1 an et demi. Il s'agit bel et bien d'une guerre civile au Cameroun. Si nous voulons y envisager des solutions de sortie de crise, prenons ça comme l'avait suggéré le SDF, c'est une guerre civile au Cameroun. Et je voudrais, à votre suite, rapporter ici les propos de l'universitaire camerounais aux États-Unis, Achille Bembe, qui appelle cela une sale guerre, donc guerre civile,
mais une sale guerre, selon les propos d'Achille Bembe, universitaire camerounais, installé aux États-Unis d'Amérique. Madame, Messieurs, démarrons l'émission de ce matin avec la première articulation. Voici l'histoire du jour contée par Tendance Cogne la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Le jour n'est pas bon de mon côté, Eric. Ce matin, on va parler de ces enfants qui prennent le tramol, qui fument le mbanga, qui prennent les whisky en sachet, que le gomme n'en avait interdit. Et les parents qui sont au courant, mais ils ne disent plus rien, sous prétexte qu'ils ont trop fait, qu'ils ont tout fait jusqu'à dire que faites comme vous voulez. La mère du petit Francis est dépassée. Elle a encore Mitak. Elle vit encore Mitak là-bas. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Mitak, ça en est belle. Père Mombok, il y a des enfants qu'on accouche. Quand tu n'accouches pas, on t'insulte. Est-ce que tu peux pas accoucher? En accouchant, même tu n'es pas à l'abri des problèmes. Voilà une maman qui s'est plainte jusqu'à dire que ma fille, voilà le mercredi. Elle m'a montré le mercredi comme des périmés. Montrer la compresse. Montrer les bandes collantes que j'ai tout fait à l'enfant. Voilà ça, tous les gens le fouettaient. Voilà le reste des médicaments. Voilà le reste des compresses. Voilà les bandes collantes. Tu crois que je vais faire comment? Je suis au courant comment, Père Momo. Je fais la réunion avec la petite, bref, avec la soeur du petit. Hier, nous sommes allés là-bas. Nous sommes allés là-bas lui rendre visite parce que depuis, elle ne se sentait pas bien. Quand j'arrive, donc étant chez eux, je vois tous les gars qui ne faisaient qu'entrer par derrière. Donc, chez eux, voici la cour. Derrière, il y a la tôle pour aller aux toilettes. Oui. Il y a un endroit au couloir. Le couloir, là, c'est le ghetto. Et on va détruire ça. Le couloir, là, c'est un ghetto. Et Rodrigue, tu as commencé à fumer le mbanga quand tu avais 17 ans. Tu étais intelligent à l'école. Ça ne vient pas de moi, ça vient de ta mère. C'est ta mère qui a dit ça. Les jeunes ne faisaient que passer. Les papas passent, les jeunes passent, les jeunes filles passent. Les gens s'y partent seulement, oui. Souvent, ma copine me dit que, ouais, maman, nous sommes dépassés par le petit bébé là. Il a transformé la maison aussi en ghetto. Donc, tous ceux qui viennent là, ils viennent prendre leur truc là. Je dis, et le père dit quoi? Le père qui est couché malade, il va encore dire quoi? Papa a parlé fatigué. Et ta mère dit quoi? La mère va encore dire quoi? Les oncles ont parlé. Le chef du quartier a parlé. Tout le monde a déjà parlé, mais il a décidé ainsi. On n'y peut rien. Aujourd'hui, il a 20 ans. Oui, tu as 20 ans. Je vais leur dire que ta mère dit que elle risque sa mère dit qu'elle risque de mourir avant son jour. Oui, absolument. C'est décevant, ça, pour une femme quand même. Elle dit qu'elle risque de mourir, que son mari l'a retraité. Il ne fait plus rien. Lui, c'est le Benjamin, non, le dernier enfant. Il a commencé à fumer le mbanga depuis. Et elle me dit que l'enfant était avant au lycée de Lokpom. Je ne connais pas au lycée de Lokpom, mais elle m'a renseigné. Qu'il a commencé à fumer le mbanga au lycée de Lokpom, dans les champs là-bas, les terrains des gens abandonnés. Tu as commencé à fumer le mbanga à Lokpom. Donc ce matin-là, on reparle encore à ces enfants qui fument le mbanga, qui prennent les tramol, d'arrêter ça parce que ça ne va pas vous aider. Voilà une maman qui dit qu'elle regrette pourquoi. Et vous n'êtes que deux. Il y a ta soeur et toi seulement. Elle dit qu'elle ne sait pas, qu'elle a même retiré le dos, rien, pas un moment. Si on peut l'aider. Qu'elle a même fait les veillées, elle dit qu'elle a mélangé tout. Elle a fait les veillées de prière à aider pour toi. Ta mère a fait les veillées de prière à aider pour toi. Tu n'as pas changé. Elle est même partie au village retirer le dos. Tu n'as pas changé. Elle est même partie jusqu'à chez Combre. Tu n'as pas changé. Elle est même à Kotro. Tu n'as pas changé. Elle est même partie à l'époque là, au lycée de Lokpom. Elle t'a fouetté devant tes amis. Ça n'a pas changé. Tu as fui l'école. Chaque fois qu'elle donnait l'argent à l'école, tu ne finissais jamais l'école. Quand tu arrives comme ça, tous les jours, c'était que les convocations. Et qu'elle t'appelle, qu'elle part à l'école, on dit que tu ne viens pas. Quand on voit ta compagnie, la mauvaise compagnie, on dit que non, souvent vous vous arrêtez là-bas, dans les champs à côté du lycée Lokpom, pour fumer le mbanga. Parfois les tramol. Comment réagir face à ces enfants qui prennent le tramol, le mbanga, tout, etc. Un enfant qui a fumé ça parce que les parents sont dépassés. Ils disent qu'ils ne parlent plus. Qu'ils ont tapé, ils ont tout fait. Est-ce qu'on doit laisser un enfant comme ça dicter sa loi parce qu'on a tout fait? Transformer la maison, chacun vient fumer sa part. Il part. Qui ordonne? Non, c'est Rodrigue qui est le dealer. On va détruire ton ghetto.
Le ghetto, là, c'est encore Mita. Je connais l'endroit. On m'a détruit ça. Eric, j'ai déjà posé la question. Oui, tout à fait. Eric, je ne sais même pas moi ce que je veux dire. Un enfant de 20 ans qui arrive ici. Non, ce que vous avez dit Et quand il marche, il est tout déjà assez grave. Tu vois l'enfant, les pâtés, l'enfant là est beau. Il est mignon, sauf qu'il marche un peu un genre, comme les boys font là. Il marche un peu penché. Où est passée ta démarche d'avant? Donc le manga a changé ta démarche, non? Hein? Hein, chérie? On va détruire ce ghetto. Eric, pardon, je veux qu'on aide cette femme qui souffre dans son cœur et dans son âme. D'accord. Elle ne sait pas, elle dit que pardon, même s'il y a un endroit où on peut venir récupérer son fils, pour aller le désintoxiquer. S'il y a même les médicaments qu'on peut boire, empêcher à l'enfant de prendre ça, c'est qu'elle peut être fière. Qu'elle n'avait jamais vu la couleur des tramoles. Elle m'a montré, j'ai vu. Les tramoles, c'est comme la tomate, rouge comme la tomate. J'ai vu les tramoles. Depuis que je suis née, je n'ai jamais vu les tramoles. J'ai vu ça. Elle m'a montré les tramoles qu'elle a pris dans la chambre de l'enfant. Donc, ça arrive au niveau où tu prends les comprimés, tu prends les D10 et tu fumes le banga. D'accord. Miracle. Ok. Alors, c'est intéressant parce que l'histoire de ce matin me touche à un point, à un tel niveau, vous ne pouvez pas imaginer, parce qu'il me souvient encore le 4 décembre dernier, je modérais une conférence à l'Institut français du Cameroun ici à Douala, une conférence justement sur une campagne de prévention des drogues en milieu jeune, laquelle conférence était chapeautée par la fondation CAMSIAM. C'est une fondation qui justement s'occupe des enfants toxicomanes, des enfants qui prennent le tramol. D'ailleurs, à l'occasion de cette conférence que je modérais à cette époque-là, il y avait 2 jeunes qui étaient passés par cette fondation CAMSIAM et qui avaient réussi donc à sortir de la drogue, notamment un jeune garçon de première qui prenait du tramol à 17 ans, 16 ans et qui a réussi donc à changer grâce aux mécanismes mis en place par cette fondation CAMSIAM. Et au cours de cette conférence, justement, il y avait donc ces 2 spécialistes. D'abord, le docteur Théodore Comonier, qui est lui un psychologue, donc il travaille sur ces questions-là. Et surtout, docteur Christian Eyoum, il est psychanalyste donc à l'hôpital à Kentini de Douala, lui qui également tous les jours reçoit ce type de cas. Et ils avaient largement, au cours de cette conférence, détaillé le principe psychique donc, qui gouverne la drogue et qui avait une approche qu'on devait commencer à avoir face aux enfants qui consomment la drogue et plus cette façon de les rejeter comme on l'a fait jusqu'ici. Et donc j'avais trouvé tout à fait intéressant et pertinent la manière avec laquelle ces médecins, ces spécialistes prenaient cette question et alertaient donc sur ce qu'on pourrait appeler ici la nécessité de résoudre cette pathologie, puisqu'il parlait à cette époque de pathologie. C'est une pathologie, c'est une maladie qui donc est comme toutes les maladies qu'on peut guérir, qu'on peut soigner à travers un processus donc tout à fait exceptionnel. Donc c'est l'occasion pour moi donc de rendre hommage à ces médecins, à ces spécialistes là. Alors bon, Bengal, quel est votre commentaire sur l'histoire de ce matin? Il y a 2-3 choses. La première chose vient du corps médical lui-même. Le corps médical a l'habitude de dire prévenir vaut mieux que guérir. Ça veut dire qu'il faut empêcher la maladie. Pour le cas que nous concerne, c'est la drogue, mais ça renvoie à un certain comportement, j'allais dire psychique ou psychologique au départ. Deuxième chose, c'est l'encadrement des parents. D'abord, donc, c'est là où se résulte le terme qu'on appelle éducation. Troisième chose, c'est le milieu instructif, c'est-à-dire l'école où on les envoie, là où pour avoir leur instruction. Si nous dirons prévenir vaut mieux que guérir, ça renvoie à la deuxième, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes, en fait, les parents. Nous savons que nous avons été enfants, nous avons été adolescents. Nous savons également, chacun de nous sait, les écarts qu'il avait eu à commettre par le passé, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, pour le cas de nos enfants, nous sommes tellement occidentalisés au point où aujourd'hui, ce sont les enfants de 8-9 ans qui dirigent nos familles. Comment un enfant, vous ne pouvez pas lui donner des ordres à 8 ans?
Même pour laver les assiettes à la maison, vous le suppliez. Pour qu'il vous donne l'eau à boire, vous le suppliez. Pour qu'il révise ses leçons, vous le suppliez. Et nous donnons une certaine latitude aux enfants de faire exactement ce qu'ils veulent. Et comment un enfant de 8-9 ans peut savoir exactement ce qu'il veut? Puisque en fait, lorsqu'on l'inscrit à l'école à 3 ans, on ne demande pas son avis. Pourquoi donc nous qui l'avons inscrit à l'école à 3 ans, nous ne suivons pas son encadrement à la maison, c'est-à-dire son éducation à la maison? Lève-toi tôt, on lave les assiettes, tu te brosses les dents, tu dois faire ceci, tu dois... On supplie un enfant de 6 ans pour qu'il se brosse les dents. Voilà où ça commence. C'est-à-dire que nous ne voulons pas prévenir un certain nombre de choses. Et là où nous les parents avons démissionné. Maintenant, quand cet enfant va donc dans le milieu où il reçoit l'instruction à l'école, là aussi à 3 ans et demi, moi j'en étais offusqué. C'est-à-dire que lorsque le préfet de la MIFI avait interdit la chanson Coller la petite, qui s'était insurgé contre le préfet? C'est la plupart des parents. Ah oui, mais il n'est pas, y compris les journalistes. Et vous allez donc, moi j'ai pu remarquer que cette année-là, dans presque plusieurs écoles maternelles à Douala, les chansons, quand les enfants faisaient leur mouvement, voilà, on mettait Coller la petite. On mettait Cale en l'air. Et tu veux Cale en chaud et Cale en l'air. On met des chansons terribles. Et ces enfants s'en abreuvent à 3 ans et demi, 4 ans, 5 ans, à la CIL, la même chose. Donc, le milieu instructif de l'enfant aujourd'hui dans notre environnement est en train de perdre l'enfant. Quand il arrive donc, à partir de 3e, de seconde première, 15, 16, 17 ans, voilà un enfant qui a pris, j'allais dire, ses libertés depuis l'âge de 5 ans. Il ne peut pas laver les assiettes à la maison, il peut faire ce qu'il veut, même ses devoirs. Bon, sauf qu'à l'école, il va trouver certains enseignants qui vont lui dire, celui qui n'a pas fait le devoir sort, ou il a 0. Et ils vont se retrouver dans des groupes. Et 2015, vous vous rendez compte, je vais terminer par là. On a arrêté un groupe de garçons au lycée Josse de Douala. Le lycée Josse, c'est le lycée qui a, j'allais dire, qui contient les enfants, en majorité les enfants des hauts fonctionnaires ici, mais qui sont dans des groupes de drogue. Le lycée de Deido, par exemple, a des endroits où même les enseignants n'y vont pas. Ils savent ça. Ils ont des classes qu'ils ne contrôlent pas. Ils disent que la discipline n'y est pas. Donc, en fait, notre société est devenue aujourd'hui tellement désorganisée que nous avons laissé les enfants diriger. Un enfant dirige, ça aboutit à ça. Mais sauf que, justement, vous avez parlé des psychologues, nous disons à la maison, à partir de 3 ans, mettez le bâton à côté. Un enfant, vous ne lui demandez pas son avis jusqu'à l'âge au moins de 15 ans. Vous lui dictez des règles à suivre. Il ne sort pas de là. D'accord. Bon. Alors, Charles Hamel, votre propos à vous? Monsieur Eric Fopoussi, il y a une chose qui détermine généralement la vie d'un enfant. La première chose, c'est le nom. Quel est le nom qu'on donne à l'enfant? Quelle est la signification de ce nom? Comment est-ce qu'on prend l'enfant avec ce nom? Vous allez voir des gens qui se battent aujourd'hui pour occidentaliser leurs noms, les noms de leurs enfants, sans chercher à comprendre pourquoi et l'origine de ces noms. Voilà. Il y a des noms qui sont formés de l'anagramme des noms démoniaques. Ah oui, les prénoms que vous utilisez sont des anagrammes des noms des démons, de certains démons que vous utilisez. Vous portez, je ne vais peut-être pas donner ces noms ici, ces prénoms ici, mais vous utilisez, mais vous vous rendez compte que tous ceux qui portent ce nom ou ce prénom ont une certaine attitude, un certain comportement. Rentrons dans les années 70-80. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait des prénoms qui, Marguerite, Rose. Il y avait un type de prénom qui appartenait à cette époque. Vous essayez de voir le comportement de ces personnes, vous essayez de voir les attitudes à travers les prénoms. Après ça, on a basculé.
C'est des noms qui sortent comme ça. On vous sort des livres, des prénoms, on vous sort des livres de ci, on vous sort des séries télévisées, et les gens épousent. Le nom a une incidence sur l'enfant, sur l'individu qui le porte. Le nom a une incidence, premier point. Votre nom peut vouloir signifier celui qui ne comprend rien. Quel que soit ce qu'on va faire, vous ne comprenez rien. Il y a des noms que ça signifie le fou. C'est-à-dire celui qui est insensé, c'est-à-dire celui qui est toujours agité. Vous regardez dans sa vie, c'est comme ça qu'il est. Donc, première chose, le nom. Deuxième chose, monsieur Rifopoussi, l'observation. Les parents n'observent pas les enfants, monsieur Rifopoussi. Les parents n'observent plus parce qu'ils rentrent bourrés, ils ont consommé. Ils rentrent fatigués parce que de vendredi à dimanche, ils sont constamment au village. Et ils sont fatigués le week-end, ils passent plus de temps à dormir, à regarder la télévision. À un moment donné, prenez la chaise, asseyez-vous comme faisaient les parents, dehors sur la véranda. Regardez ce que fait votre enfant. Observez-le, observez comment il joue avec sa soeur, comment il joue avec ses frères, les attitudes, sa façon de ranger. Ne parlez pas, observez. De l'observation, faites des notes. Vous allez vous rendre compte qu'il y a un qui est sournois. Vous allez voir encore, il y a un qui est hypocrite. Vous allez voir encore, il y a un qui ment beaucoup. Il y a un qui est violent. Observez. Un qui en cadre. Un qui en cadre. Observation de ces enfants. Troisième chose, monsieur Rifopoussi, l'éducation. Quelle éducation pour nos enfants? Quelle est l'éducation qu'on veut donner à nos enfants? Ça, beaucoup de parents ne se sont jamais posé la question de savoir quelle est même l'éducation que je veux donner à mes enfants. Il y a plusieurs types d'éducation. Il y a l'éducation religieuse. Il y a des gens qui choisissent donner à leurs enfants une éducation religieuse. Il y a des gens qui souhaitent donner une éducation traditionnelle. D'autres qui souhaitent donner une éducation occidentalisée. Là où on donne tout à l'enfant, où l'enfant, lorsqu'il va au primaire, on commence à donner 10 000 francs pour les régler à l'enfant. On donne, lorsque l'enfant est en 6e, on lui donne 5 ans. Mais il y a des éducations, monsieur Rifopoussi. Quel est le modèle d'éducation que je vais donner à mon enfant? Quatrième point. L'occupation des enfants. Comment on occupe les enfants à la maison, monsieur Rifopoussi? Dites-moi. Les enfants rentrent parfois de classe. Allez, il a jeté le sac. Le répétiteur ne vient pas aujourd'hui. Bonjour la télé. Bonjour le PlayStation. Bonjour le ballon. Bonjour les jeux avec les camarades. Bonjour. L'enfant à la maison ne sait pas laver les assiettes parce qu'il y a des domestiques. Plein de domestiques pour laver, pour repasser, pour faire ça. L'enfant est tranquille. Et l'enfant ne connaît pas qu'il faut à un moment donné revenir se reposer, dormir, aider maman dans ses différentes activités, aider X ou aider Y. Donc il y a tout ça, monsieur, il faut possible. Comment on occupe les enfants, quitte à ce que les enfants aient peu de temps pour flâner dans le quartier, errer dans le quartier avec n'importe qui. Monsieur, il faut aussi, cinquième point, les mesures de coercition. Quelles sont les mesures de coercition? Les toutes premières mesures de coercition, je vous le dis, c'est la voix du père. Si le père, lorsqu'il ouvre les yeux, l'enfant ne se plie pas, ça suppose qu'il y a quelque chose. La mère n'a pas fait son travail. Ça suppose que le père lui-même a littéralement démissionné. Quand ce n'est pas au niveau des parents, ça peut être dans la famille. On a un oncle, on a un tonton qui est très nerveux que les enfants connaissent. Quand il dit je vais t'envoyer chez tel, l'enfant commence à se discipliner. Ça, c'est la première mesure. Lorsque l'enfant vous dépasse, à une certaine époque, on nous a amenés dans les commissariats. On a amené les enfants. Tu as commencé, je vais t'amener au 2e. Je vais t'amener au 9e. Tu vas voir, on va t'amener. L'enfant commence à prendre. Un jour, on le prend, on le suit, on dit allons nous balader. On arrive, on abandonne l'enfant au commissariat parce qu'on s'est entendu avec un policier que l'enfant se nous menace. Quand il arrive, on dit ah, c'est toi qui menaces ton père. C'est toi qui es en train de faire ça à ton père. Viens ici, on le jette à l'intérieur. À l'intérieur, on a dit, on va menacer l'enfant là. Et là, on le torture là-bas pendant 4 heures. Torturé pendant 4 heures, monsieur Rifopoussi. Ils sont traumatisés, ils se disciplinent. Le vrai traumatisme, monsieur Rifopoussi, ils sortent, ils se disciplinent. Lorsque ce n'est pas ça, il y avait le dernier, les centres de resocialisation et de l'éducation. On a eu Betamba, on a eu ici la chose, Bepanda, on a eu Bepanda. C'était le dernier point qu'on pouvait envoyer. Donc je pense que à travers cela, on peut comprendre à les différentes échelles comment on pourrait suivre un enfant. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est la télé qui éduque nos enfants. Malheureusement, c'est la télé qui éduque nos enfants, comme vous le dites, Chalamel. Alors, Karine Santia, la parole, c'est à vous à présent. Bon, par rapport au sujet de ce matin, je vais dire que
je ne sais pas trop l'âge de l'enfant, 16 ans. Il a 20 ans. Ok, il a déjà 20 ans. Ça veut dire que c'est un enfant qui, dans une autre société, aurait déjà un travail qui le préoccupe après l'école ou après les études. Moi, ce que je veux souligner ce matin, c'est que à un moment donné, quand on éduque un enfant, à un moment donné, les parents éduquent un enfant, à un moment donné, on lâche, ou encore à un moment donné, l'enfant nous échappe des doigts. Vous ne savez même pas à quel moment ou quand est-ce que cet enfant vous a échappé. Vous pouvez être un parent très coercitif, un parent très négociateur, parce que ça dépend aussi du type de parent qu'on a. Vous pouvez être un parent qui relâche vite la pression, mais à un moment donné, quand vous avez un enfant qui abandonne le chemin que vous avez tracé pour lui, parce que en dehors même de la télé qui éduque les enfants, on a le milieu social dans lequel l'enfant grandit. Dans quel genre de quartier est-ce que l'enfant grandit? Quels sont les camarades que ces enfants ont? Quels sont les camarades à l'école que ces enfants ont? Dans quel genre d'école est-ce que ces enfants fréquentent? Parce qu'il y a des écoles où, quand l'enfant y va normal, il peut ressortir autrement. Il y a des lycées ici à Douala où, si votre enfant est allé là-bas de manière innocente, étant très jeune, je vous assure, il va vieillir avant le temps dans cette même école et de la manière la plus négative qui existe. Maintenant, on a affaire à un enfant qui prend du tramol, qui prend tous on appelle les stupéfiants. Ça veut dire que non seulement l'enfant a une compagnie, soit c'est lui le chef de la compagnie, soit il a une compagnie qui l'a incité à commencer à contrôler. On se lève un matin, on commence à consommer quelque chose qu'on ne connaît pas. Il faut bien que quelqu'un lui vende cela, il faut bien qu'il en achète, il faut bien qu'il soit dans un clan ou dans un réseau qui produit et qui vend. Ce qui veut dire que le parent même peut avoir donné la meilleure éducation à son enfant, mais cette éducation ne garantit pas la réussite de l'enfant. De nos jours, en dehors même de la télé, on a les réseaux sociaux, on a Internet qui éduque les enfants. L'enfant peut ne pas regarder la télé, mais sur Internet, il voit tout. Il peut regarder dans un film sur Internet comment est-ce que quelqu'un fume la cigarette, comment est-ce que c'est la personne qui fume qui a beaucoup d'argent, comment est-ce que c'est la personne qui fume qui est assis dans les snacks et dépense beaucoup d'argent. Et c'est à cette vie-là qu'il visualise son avenir. Comment est-ce qu'on va pouvoir cadrer? Parce que les parents aujourd'hui n'ont pas la maîtrise et l'adaptation des nouveaux modes de communication avec les enfants. Il y a tellement de choses à faire qu'on se dit même à un moment donné que est-ce que la théorie même d'envoyer l'enfant chez quelqu'un est encore adéquate pour pouvoir éduquer nos enfants? Monsieur Difopoussi, si vous permettez, oui. Ça rentre dans l'observation. Monsieur Difopoussi, parfois quand nos parents, mon père lui nous observait, il m'entendait trop parler de Jackie Chan. L'enfant parle. Les enfants, lorsqu'ils sont avec leurs amis, parlent. Vous avez à une époque des enfants qui aimaient Rambo. Les gens de certain âge aimaient Rambo. Les gens de notre âge, vous allez voir, plus vous discutez, vous allez voir eux qui disent Arnold Schwarzenegger, Terminator. Sylvester Stallone. Il y avait, non, l'enfant se reproduit et à force de discuter, monsieur Difopoussi, parfois les enfants sont assis, quand vous mettez voir la fenêtre, écoutez l'enfant. C'est l'observation, écoutez l'enfant. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que les parents sont étrangers, les parents sont ceci. Mais attention. D'ailleurs, je conseille aux parents de souvent créer des faux comptes Facebook, des faux comptes Twitter, Instagram, pour suivre leurs enfants sur toute cette plateforme-là et voir tout ce qu'ils publient et tout ce qu'ils font. Parce que c'est très important d'avoir toujours un faux compte. Il y a des parents qui ne maîtrisent pas ces modes de communication. Il y en a qui ne maîtrisent pas. Il y en a qui ne maîtrisent pas. Et encore que, moi je ne pense pas que la responsabilité de l'échec de cet enfant soit celui du parent. Je vous assure, il y a des parents, il y a des enfants que vous éduquez, vous faites tout ce que Chalamel a dit, écoutez, accompagnez, observez et tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, un enfant qui a grandi dans des conditions sociales normales ne vous garantit pas que cet enfant va finir par suivre le bon chemin. Même à l'université, l'enfant dérape. D'accord, que vous croyez avoir maîtrisé, vous l'avez pas maîtrisé. Le chef de l'État était fils de catéchiste. Tous ceux qui sont assis étaient les fils de pauvres. Ceux qui sont assis qui nous croient étaient des fils de pauvres. Qui n'aspiraient pas. Quand vous dites que ça dépend du quartier, ça dépend de ceci. Non, mais c'est ça. Allez à Neubel. Beaucoup de jeunes qui ont réussi aujourd'hui, les cadres d'entreprise, sont des anciens gars de Neubel. Des gars qui se dévoient, c'est des gars défavorisés à une certaine époque. C'était des quartiers des rejetés à une certaine époque. Et aujourd'hui, les enfants des bobos sont dans la drogue. Sont dans la drogue.
Alors moi, ce que j'ai envie de dire, c'est justement que les parents qui réchignent encore à utiliser ces réseaux sociaux, hein, le fassent tout de suite et ça peut aider. C'était le conseil que je vous donne ce matin. Je vais m'y atteler moi aussi. N'y allez pas avec votre compte normal. Hein. Faites un faux compte. C'est mon mauvais chaud. Faites un faux compte parce que voilà, vous observez dans ce qu'ils font. Alors, on va prendre également l'avis de Tendance sur l'histoire de ce matin. Comment reconnaître le bon enfant? Comment reconnaître le bon enfant? L'observation. On accouche seulement. Il y a des moments où on accouche qu'on veut m'accoucher ses intestins. Oui. Tout ça parce qu'on veut le bonheur, on ne veut pas que la belle famille insulte, on ne veut pas que monsieur nous stresse, on ne veut pas que les gens parlent depuis elles ne crachent pas, pourquoi depuis elles ne conçoivent pas. Voilà le bon enfant. À 17 ans, tu faisais terminale, on savait que tu étais là parti. Tu avais le bagage intellectuel là dans la tête. À 20 ans, tu es devenu dealer. Et je vais mettre mon cœur, oui, je n'ai même pas envie de... Donc, je n'ai pas envie de faire un rêve. Revois encore les images là dans ma tête. Le tramol fait comment pour arriver au Cameroun? Oui. Cher vendeur de tramol, c'est une doléance, mamie Jujuba mal. S'il vous plaît, jetez le tramol. Je veux me comme... Non, c'est un médicament pour autre chose. C'est nous qui l'utilisons pour se droguer. Pour se droguer, oui. Ah donc ça soit une autre maladie? Oui, c'est les chevaux, les vagues, tout ça. Ceux qui vont consommer le tramol là, c'est haute instruction du docteur, haute instruction du médecin, qu'on peut leur vendre le tramol. Mais dit que les enfants qui vont venir acheter le tramol, vraiment arrêtons ça. Un enfant de 18 ans aujourd'hui marche devant toi, il pique. Il est en train de piquer. Il est en train de dormir somnolent. Tu piques quoi en journée? Hein? Chers enfants, quand vous accouchez là, non, c'est pourquoi vous vous accouchez vous-même. Vous avez même la chance d'avoir les parents qui vont payer l'école. Au lieu de partir, vous partez vous cacher pour fumer. Maman, on va mettre le ghetto là, on va brûler ce ghetto. Et je vais chercher les anti-gangs. Ils vont rester du côté où on m'a montré hier là. Ils vont rester là. Celui qui tente de venir, qui veut fumer le banga, on l'arrête. On a besoin de vous dans ce pays. Si ça ne, on a besoin. Je ne sais même pas comment les enfants là sont épais, maman. Une maman est là, tu n'as pas pitié de tes parents. Ton père est couché malade, ma mère là, elle souffre pour toi. Ce qui m'arrange que tu tournes, tu peux fumer tes trucs là, avaler tes comprimés. Tu viens, maman prépare, tu manges. Finalement, tu sais à quoi à la fin? D'accord. À 20 ans, vous savez ce qu'à 20 ans il faisait? Je ne suis pas déjà des parents qui mentaient. Parce qu'il y a des parents qui disent que quand ils veulent gronder les enfants, ils disent qu'on a 20 ans, je faisais la 5e année à l'université. Vous dites ça parce qu'il n'y avait pas les témoins. Les parents qui mentent là. Un père qui te dit, Karine, que regarde comment tu es faible à l'école. Regarde, tu as 10 en maths. Tu as 18 ans. À 18 ans, il faisait 4e année à l'université. C'est pour galvaniser l'enfant tendance. Parfois, vous mentez, chers parents là. Et on va dire que papa ment. Est-ce que ça change quelque chose dans l'éducation de l'enfant? Moi, à 20 ans, il y a les choses que je faisais, que tout le monde sait. J'étais dans la folle. La preuve. C'est pas toute la folie ici, pas mon bon. Je faisais dans la comédie. Et il y a les gens que je paye dans leur école. Voilà, où ça se dit en France, la scolarité. D'accord. Parce qu'il y avait pitié des parents. Ok, c'est bon. On va lire quelques réactions de nos téléspectateurs ce matin. Allez-y. La bastonnade est la panacée pour toutes les dérives de nos enfants. J'en suis la preuve. Emmanuel depuis Marois qui nous écrit ce matin. Un autre message, c'est Youkab Joël qui nous écrit les secrets des enfants à nos parents, s'il vous plaît. Arrêtez de démontrer le secret de nos enfants à nos parents. Bon, on ne comprend pas beaucoup. Ça, c'est un tramoleur. En France, c'est un tramoleur. Celui qui a envoyé ça. Voilà, on aimerait savoir. Il y a un autre le fait que nous parlions. Que ça démontre le secret aux enfants. Que le fait que nous parlions des choses des enfants, donc des réseaux sociaux, par exemple Instagram, Twitter, c'est montrer aux parents les secrets des enfants. Quelqu'un qui aimerait savoir. Ils vont être au courant. Il faut voir leur poster. Ça veut dire qu'on ouvre les yeux des parents sur des choses que font leurs enfants en réalité. Voilà. Et puis vous savez, moi je vais m'y mettre. Et puis vous savez aujourd'hui, maman, à des moments, créer des problèmes, arracher les téléphones des enfants. Chaque snack bar des hommes de nuit a un groupe WhatsApp.
Ils ont des groupes WhatsApp où tous les abonnés se retrouvent. On dit que, gars, ce soir, Shilling Party, ce soir, il faudrait avoir, parfois, être intégré dans ces groupes WhatsApp pour connaître ce que les enfants font. Oui. On m'a dit à l'autre au Carrefour, je vais chercher la Shilling Party là. Je sais pourquoi il insiste trop au Carrefour à Égypte. D'accord. Il y a un téléspectateur qui aimerait savoir l'origine de son nom. Nangé, moi faux. Nangé, moi faux. Ok. On va pas le dire ici. Voilà. Il faut observer, signer Hussein de Kwaptamo. Kwaptamo qui nous écrit. On va d'ailleurs, voilà, Chalamel. L'observation. Le principe de l'observation. Je vous assure. On va lire un dernier message. Un autre message. Le parent peut donner la meilleure éducation, mais l'enfant demain, il se trouve en train de fumer. Je suis un exemple. Mes parents m'ont donné la meilleure, mais aujourd'hui, je fais certains trucs qu'ils ne savent pas. Il y a aussi les réseaux sociaux. S'il vous plaît, ne donnez pas un Android à votre enfant avant la licence. S'il veut faire des recherches, il y a le cyber. Monsieur, il faut aller par un principe de stabilité. Ne commencez pas à donner 10 000 et après vous chutez à 3 000. L'enfant va chercher à maintenir la barre. Donc commencez à donner une barre à votre enfant que vous êtes sûr de pouvoir maîtriser. Et n'oubliez pas, quand vous êtes encore jeune, vous donnez tout à vos enfants. Plus le temps passe, plus les charges augmentent, moins... Avant, vous ne donnez même pas trop, il passe chercher. C'est lui qui fait quoi que ses parents ne savent pas ailleurs. Maman. Papa, tu fais quoi que les parents ne sont pas au courant? Il fallait écrire dans le message. On veut savoir, connaître tout. Si on avait le diable à la maison ou le Satan. Il dit qu'il fait lui les choses que les parents ne connaissent pas. Tu fais quoi qu'on ne connaît pas? On va prendre la colère de Charles Hamel. Madame, monsieur, merci de nous rester fidèles. Je m'interroge ce jour sur la question des chantiers abandonnés dans ce pays. Hier encore, lorsqu'on retirait la CAN 2019 au Cameroun, les turiféraires de Yaoundé se sont levés pour dire, messieurs, les stades seront prêts aujourd'hui. En mars, vous allez voir. Eh bien, nous sommes à quelques heures de mars. Rien n'est prêt. Rien ne semble avoir avancé. Je me demande donc à quoi est-ce que pensent les responsables en charge de ce pays. Je me demande s'ils sont conscients du regard que portent les populations sur les mandats à eux confiés. Je m'interroge sur le traitement que l'histoire réservera à ces hors-la-loi. Le Cameroun aurait connu une croissance économique recherchée depuis près de 20 ans à travers le financement des projets de construction de certaines routes, écoles, forages, travaux d'éclairage public, mais rien. Tout est en arrêt dans ce pays. À la place, nous avons des abandons de chantier, des livraisons non effectuées, des pénalités de retard supérieures à 10% du montant du marché. Au Cameroun, il y a un domaine, mieux, s'il y a un domaine qui fait perdre les ressources financières au budget de l'État, empêchant du coup l'autorité publique de réaliser son plan de développement, c'est bien celui des marchés publics. Comment comprendre qu'au cours des exercices 2013, 2014, 146 marchés publics ont été abandonnés ou ont connu un retard considérable dans l'exécution? Comment comprendre que pour la seule année 2015, 40 projets inscrits au budget d'investissement public ont été pour la plupart inachevés, mal exécutés ou alors carrément abandonnés, pourtant de grosses sommes avaient été décaissées? Savez-vous que 383 marchés ont été non exécutés par 334 sociétés? Et rien ne leur a été fait. Ils continuent à se balader dans nos villes, nous narguant avec les grosses 4x4. Bref, les propriétaires. Savez-vous que ces entreprises devaient procéder entre autres à la construction de forages, équipement des centres de santé, logements sociaux et électrification des zones rurales? Comment comprendre le fait que certaines entreprises peu fiables
forte de leur connexion dans les services centraux, fondent dans la nature une fois à l'avance le démarrage des chantiers perçus et les premiers coups de pioche donnés. Le Cameroun passe sous le fardeau et le poids d'un endettement à un autre pareil, alors que des chantiers entamés n'ont jamais été livrés avec les budgets déjà consommés. Faites un tour à Bafoussam. Vous vous rendrez à l'évidence que les travaux de construction de certaines infrastructures sportives se sont arrêtés. Oui, les travaux des routes, l'entretien des routes a démarré, mais peine à être achevé. Que se passe-t-il? Point d'interrogation. Savez-vous que l'entrepreneur en charge de la construction de la délégation régionale des sports à l'ouest, chef-d'œuvre administratif, avait pris la clé des champs après avoir perçu le montant correspondant à une tranche de financement? Comment comprendre que la réhabilitation des routes dans la zone de l'Est, dans la zone de l'extrême nord, dans la zone du nord, soit aujourd'hui abandonnée? Rappelons-nous il y a quelques jours de cet accident qui avait impliqué une entreprise, une agence de voyage avec une semi-remorque de ce côté de Bel-Air. Vous-même, vous avez vu le nombre de morts, c'était dû à l'état de la route. Une route complètement et littéralement décapée. Pourtant, l'argent de réfection et d'entretien avait déjà été décaissé et consommé. C'est bien. On va dire que la construction d'un bloc, de 2 salles de classe à l'école publique, de Bardé, d'Okayo et la fourniture d'un forage à Colomine dans le Lomé d'Irem sont à ce jour abandonnés alors que les budgets ont déjà été consommés. N'allez surtout pas me demander ce qu'est devenu le tronçon Bouddha, Bangang Baleva, qui demeure encore abandonné. Comment comprendre que près de 18 chantiers soient abandonnés dans la Damawa? En premier lieu, vous avez l'immeuble censé abriter les services régionaux du Minesec qui sont dans un abandon abracadabra depuis 2011. En deuxième position, vous avez un autre chantier, un bâtiment d'un niveau submergé à ce jour par des herbes folles, qui devra abriter la délégation régionale de la culture et des arts, après avoir englouti 180 millions de francs CFA abandonnés. Vous avez l'école publique du marché des bœufs, qui attend depuis 2012 d'être achevée. C'est là-bas dans la Damawa. La construction de la salle des travaux du lycée technique de Ngaoundéré est aussi à l'arrêt depuis plusieurs mois. La délégation régionale des travaux publics qui a vu ses travaux de finition bloqués depuis 2010. La délégation régionale des faunes et de la forêt, le complexe multisport de Ngaoundéré, la case de passage de la gendarmerie à la compagnie de gendarmerie de Ngaoundéré, la route Ngaoundéré-Belal, on en parlait tout à l'heure, la voirie urbaine de Ngaoundéré, oh mon Dieu, les bâtiments de l'école publique de Bagogo, tout cela, argent décaissé, argent consommé, premier coup de pioche engagé et après stop. Savez-vous que la cure de jouvence reçue par la ville de Bolova lors du comice agro-pastoral tenu en janvier 2011 n'arrive toujours pas à dissimuler le visage apocalyptique qui laisse transparaître les chantiers abandonnés? On a fait au moins l'effort de finir l'hôtel de ville, mais espérons qu'on achèvera le reste. Le chantier de construction de la cité municipale par le Crédit foncier du Cameroun au carrefour de là, travaux entre guillemets, 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la Ligue. Le chantier de l'hôtel du comice, dont les travaux battaient de l'aile, se sont battus. Oui, ils se sont battus pour faire un mois avancé. Mais on attend l'équipement. L'équipement complet. Chantier, autre chantier encore abandonné. Ah oui, que dire de la maison de la communication, le barrage hydroélectrique de Mekin, projet d'extension de la centrale à gaz de Kribi, chantier autorité Yaoundé-Douala et Yaoundé-Simalène. Savez-vous que les chantiers de Garoua sont en arrêt, nous dit-on, pour des raisons économiques, auxquelles s'ajoute la grève des employés de l'entreprise américaine Prime Potomac, revendiquant 6 mois d'arrêt de salaire. Qu'est devenu à ce jour les différents employés du stade de l'Olembe qu'on a licenciés et le stade en lui-même, il est où? Que dire de la délégation régionale des enseignements secondaires, dont le coût de travaux en cours de réalisation était évalué à 600 millions de francs CFA, du gymnase de l'héliport à Aka et Satolo, dont le financement de la 3e et dernière phase est arrivé courant juillet 2013, alors que la première phase n'était même pas encore achevée. Argent détourné. Qu'est devenu à ce jour la construction d'un gymnase de multisport à Bepanda? 1,5 milliard.
abandonné. Construction d'un gymnase multisport à Yaoundé, 1,5 milliard, chantier abandonné. Construction d'un stade de Paul Biya en Vormaka, 1 milliard par l'ombre d'une pioche. Construction usine de fabrication de consommables pour hôpitaux après transformation de 40% du coton camerounais, 1 milliard dans l'eau. Construction usine de poulet de Bafang, 1,5 milliard, projet dans l'eau. Construction usine de manioc, 1,5 milliard, projet dans l'eau. Construction usine de riz de Galine, 1,5 milliard, projet dans l'eau. Construction usine de pommes de terre de Babadou, 1 milliard débloqué, projet dans l'eau. Mais finalement, quels sont les chantiers qui finissent alors? Parce que vous avez presque cité tous les chantiers qui existent dans ce Cameroun. Alors, ce qui est quand même tout à fait remarquable dans cette affaire... Le référent de Bafoussa, voilà, débloqué dans l'eau. Les tracteurs de Bolova. Voilà, voilà. Pour revenir sur le cas de la CAN, il faut dire que nous sommes clairement là dans l'expression de ce que vous dites, parce que on nous signale en grande pompe que le 31 mars prochain, les stades seront livrés. D'ailleurs, il y a quelques images qui circulent actuellement sur la toile. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont derrière cette machination, qui souhaitent tromper le peuple et dire que le stade japonais est tout à fait prêt, alors qu'on peut se... Est-ce qu'on peut regarder quand même ces images? C'est très beau, c'est vrai. Voilà, c'est très beau. On nous montre des images, des très belles images du stade japonais de Douala. Donc vous avez remarqué qu'il y a un coin où les le gazon a jauni, on ne voit pas le gazon, ça jauni. Voilà, donc le gazon a jauni quand on le donne sur la présidente d'image. Les gazons ont jauni. Voilà, le gazon a jauni, voilà le gazon. Donc voilà, je rappelle que je ne sais pas. C'est visible, c'est visible. Je ne sais pas combien sont payés ceux qui... parce que j'ai vu qu'il y a quand même un type de personne qui... Regardez les angles de prise de vue. Oh, c'est les angles de prise de vue. Il se couche là comme voilà. Non, c'est qu'il y a un type de personne, Charles Hamel, il y a un type de personne qu'on a sélectionné pour publier ces images. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire au Camerounais. Il y a un type de personne qu'on a sélectionné. Je ne sais pas ce qu'ils veulent faire au Camerounais, mais je rappelle que lorsqu'on parle d'un chantier livré, il ne faut pas faire la livraison officielle. Il faut que tout soit prêt, que les finitions soient prêtes. D'ailleurs, il y a un couloir que les gens vantaient là, toujours dans ces images. Il y a un couloir, je pense que cette image, je ne l'ai pas, mais il y a un autre couloir où les gens montrent un bon couloir. Un couloir, apparemment, on a quand même balayé pour montrer que ça va. Mais vous voyez encore les tuyaux d'alimentation, les gaines là qui sont encore au mur et qui ne sont pas prêts. Et vous sentez qu'il y a pas encore eu les fils qui sont passés entre les tuyaux, et vous comprenez que là, il y a quand même une vaste campagne. Je ne sais pas si on veut faire la Fémania au Camerounais, mais attention à ce type d'image, parce qu'on va se rendre compte qu'au 31 mars, ces stades ne seront pas toujours prêts, avec tout ce qu'on connaît comme grogne des ouvriers qui demandent encore voir leur salaire. Donc attention de jouer avec le feu dans un contexte aussi difficile que le nôtre. Alors, bon, Bengan, on en a pris ici beaucoup d'exemples du chantier commencé, lancé, les poses de première pierre faites en grande pompe, mais ces chantiers qui sont toujours restés jusqu'à présent pas terminés, pour d'autres encore n'ont pas commencé. Oui, mais la réponse est simple. D'abord, ce constat, depuis le 6 novembre 1982, c'était quoi? Je ne faillirai point à mes engagements. Après, il y a eu le 6 avril 1984. On dit, non, il n'a pas failli, le coup d'État est arrivé. C'est pour ça qu'on arrive. Après, le 14 août 1986, on lance le 6e plan quinquennal. On dit, maintenant c'est l'envol, nous n'irons pas au FMI. 2 semaines plus tard, le ministre des Finances de l'époque, Sadou Ayatou, dit, nous irons au FMI. Et on vous dit, la crise économique a empêché de le faire. Donc en fait, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui, Charles Hamel, tous les chantiers ont été abandonnés. Donc le fait même de recenser ici en disant oui, on a posé, on a fait, non, on savait. Ceux qui sont des observateurs avertis savent que c'est de la poudre aux yeux. D'abord pour le stade, vous faites allusion. Oui. Quand on dit stade, stade veut dire aire de jeu, grade, vestiaire et accès. Vous avez entendu l'équipe d'Anthony Bafoué dernièrement dire, la dernière fois ils sont venus avec, je pense, 2 généraux, plus les gens de sécurité, on dit,
la sortie des stades se fera comment? C'est ça un stade. C'est-à-dire, le tout n'est pas de venir, vous faites 2-0. Vous dites stade, et pourtant nous avons inventé un projet de complexe sportif. Et justement, ça aussi, c'est un chantier abandonné. Ça veut dire, comme vous dites, un complexe sportif, ça veut dire le stade plus d'autres commodités. Tout à fait. Mais on ne fait plus allusion. Des stades de volley, de handball, de tennis, je vous dis, des stades d'entraînement et tout ce qui va avec. C'est pour cette raison que je vous dis que depuis même, si vous lisez la première sortie officielle du chef de l'État dans Cameroun Tribune du mardi 18 janvier 1983, il relance tout ça en vous rappelant que la moralisation, la rigueur et l'intégrité, ça veut dire qu'il a dit qu'il faut que le Camerounais soit intègre. Et l'intégrité ne sont pas des éléments nouveaux. C'est vrai, Aïdjo les lui a transmis, mais où en sommes-nous? Donc c'est pour vous dire que dès le lendemain de la prestation de serment du 6 novembre 1982, Charles Hamel, tout était abandonné déjà. D'accord. Ok. Donc le plan quinquennal en question hérité du président Aïdjo. Madame Messieurs, on va marquer une pause sur ce programme qui dit tout haut ce que le peuple pense tout bas dans un court instant pour la deuxième partie de l'émission. Retour sur ce plateau, Madame, Monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission. Nous sommes au cœur du 10-12, le Zénith. Et pour cette deuxième partie, nous allons lire les messages des téléspectateurs que vous êtes. Avec vous, Karine Sontia. La seule chose que je constate, c'est en fait que Biya dit le contraire de ce qu'il fait et fait systématiquement le contraire de ce qu'il dit. La rigueur et la moralisation, par exemple, Christian Timet de à Douala. Absolument. Le pays est entre les mains des kleptomanes. Le Cameroun sera dirigé par les vrais Camerounais à la 4e République, car celui qui va remplacer le président actuel aura fort à faire. Motaïm depuis Fongotongo. Notre message, nous sommes dans un pays appelé Wonderful Kingston. Wonderful Kingston, où tout ce qui est anormal est normal. Dans notre message, tout le monde sait que nous sommes au royaume de l'impunité. Notre pays est l'incarnation de la nullité dans sa forme la plus absolue. Bientôt, on viendra donc nous dire à Mondovision qu'il y a eu glissement de travaux. Mais quand les gens marchent pour se plaindre, on les enferme, on les tabasse. Ça fait vraiment pitié. Le message n'est pas signé. Un autre message, ne négligeons pas l'impact des campagnes de sensibilisation contre X qui aiguisent plutôt la curiosité de certains à savoir ce qu'est X. Lazare de Bafoussam. Savez-vous que la route qui part, le prolongement du boulevard, là, au niveau de l'axe Loubé-Panda, il devait traverser jusqu'à ressortir à Yassa. C'est-à-dire c'était un prolongement. Là où ça s'arrête, là, Bépanda, là, au niveau de Bépanda, axe Loubé-Panda, l'allongeant, il avait dit qu'on est même en train d'ouvrir en ce moment, ça devait prolonger jusqu'à Yassa. Ça veut dire que ceux qui prenaient cet axe devaient littéralement sortir de la ville tranquillement. Mais monsieur, il faut possible. Cet argent a été décaissé, utilisé à d'autres fins. Prenez les routes qui ne finissent pas. Prenez l'axe de Tradex. Au niveau de Ron-Poulain, l'axe qui passe. À cause d'une station, on a empêché que la route ne puisse être faite de l'autre côté. Travaux achevés, travaux bâclés. Regardez l'axe de Bonabassem. Allez voir aujourd'hui au niveau de l'axe de Bonabassem, les trottoirs, monsieur Eric Fopoussi, les trottoirs, on coule la dalle. On coule les dalles avec les fers. C'est-à-dire qu'on prend les fers. Dans quel pays au monde encore on utilise les fers pour couler les trottoirs, les dalles sur les trottoirs, monsieur Eric Fopoussi? Il faut se poser un ensemble de questions, se dire, mais à la fin, voilà la route Yaoundé Bafoussam qui devait être faite. On est à quel niveau? L'axe Douala Yaoundé est inventé. Combien de kilomètres ont été faits? L'autoroute Douala-Yaoundé est inventée. Le déplacement du chef de l'État lui-même, il a dit, parlait de congrès Simalena. Oui. Voilà. Je ne sais pas si on a commencé. Voilà. Donc, Charles Hamel, ce pays c'est comme ça. On vous dit barrage de Memvelé. On construit un barrage comme si c'était les biscuits qu'on fabriquait. Même les biscuits ont date de péremption. Donc on fabrique un barrage, on oublie
qu'il fallait le rallier. Voilà. Même vous parliez tout à l'heure du complexe ou stade. Oui. C'est la même chose avec Kribi. D'accord. Qu'est-ce qu'on construit à Kribi? Port en eau profonde, complexe industriel portuaire. Après, maintenant, on vous dit port autonome de Kribi. Oui. Bon. Le Chinois ne devait pas Voilà. sacré niveau. Celui de Yaoundé est sacré niveau. D'accord, donc il faut... Et le chef de l'État a dit lui-même, en des termes diplomatiques, quand il est à Maroua. Et les gens disaient qu'il avait fait j'allais dire des ambitions, il avait marqué. Non, il n'avait pas énoncé des projets. D'accord. Il avait dit, il me semble que votre terre est fertile. Et je verrai ce que je vais faire. C'est même possible, parce que pour rallier quand même Djamena, on passe par vous. Bon, je pourrais voir s'il peut faire des études pour prolonger la voie ferrée jusqu'à Djamena. Mais bon, il y a un barrage même à Baram. Bon, et apparemment, je vais revoir les dossiers. Mais les gens ont interprété comme s'ils disaient que non, je vais faire. Il n'a jamais dit ça. Il y a un projet qui a été accueilli avec... Il y a un projet qui a été accueilli avec beaucoup de sollicitude de la part de Jean-Michel Fopossi. C'était la construction d'une usine de mangue en Gaoundéré, si vous avez les souvenirs. On avait décaissé 1 milliard de francs CFA. Il y a eu la pose de première pierre, on a démarré les travaux jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, rappelez-vous de la construction du laboratoire des denrées alimentaires de Mbopi. Voilà encore un projet. Restons d'abord en Gaoundéré, à côté de cette usine dont vous parlez, je le cite là, parce que lui aussi il était dans ce projet. Le lait que vous appelez Kossam, en réalité c'était le nom du Yahoo Amadjo Dadoudi, paix à son âme, il est décédé. C'était donc les deux grands projets. D'abord, faire ce qu'on appelle l'abattoir. L'abattoir, c'est quoi? Ce n'est pas des mouroirs de bœuf qu'on a aujourd'hui. C'était complexe où, effectivement, vous pouvez avoir la viande, mais également des produits connexes. Les cornets-bœufs, le lait, un certain nombre de choses. C'était un projet qu'on avait confié. Et si, je le cite également, le directeur de ce projet avait d'ailleurs fait des études précises du lait en Nancy. Il est décédé lui aussi, docteur Makek. Et Onobiono, qui nous regarde, il était l'un des actionnaires dans ce projet. Donc, il devait être très grand en Afrique francophone. Mais Amadjo Dabon, mais le chef de l'État, et ça allait donc à la suite du centre universitaire de Ngaoundéré, qui formait et les techniciens à tous les niveaux dans l'agroalimentaire et l'agro-industrie. Voilà, donc, il y avait ce secteur qui était spécialisé pour la viande, mais également de fruits. D'accord, les corps de Ndam. On va peut-être aussi faire une réflexion quand même sur le caractère de bâtisseur du renouveau, de ce renouveau, parce que tout récemment encore, c'est un spécialiste qui faisait la remarque et disait clairement que est-ce que vous vous rendez compte qu'en 2019, à Yaoundé, lorsqu'on regarde les immeubles ministériels, il n'y a pas un seul qui soit construit par le renouveau? Absolument. Il y a un qui a été réhabilité, l'immeuble de l'émergence a été réhabilité, mais... L'immeuble de la mort. Bon, l'émergence. Ou bien l'immeuble de la mort, baptisé l'immeuble de l'émergence, voilà, donc qui a été réhabilité par les Chinois. Mais à part ça, quand on regarde tous les autres immeubles ministériels du Cameroun, c'était sous l'ère Aïdjou. Absolument. C'est clair. Et dans quel état ça se trouve en ce moment? Décrépitude totale, quand vous voyez. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a fait. Faites un tour. Il y a une photo de la délégation générale à la Sûreté nationale, donc au Carrefour, province la Yaoundé. Regardez cet immeuble-là. Regardez aussi la PJ, donc à Eli Kesso, pour voir à quel niveau ça se trouve. Oui. Regardez le mini-commerce, l'état du mini-commerce. Voilà. Regardez l'état quand vous arrivez, même l'état. Surtout, ne demandez même pas les toilettes dans cet environnement-là. Non, mais c'est pareil dans les délégations. Mais je vous dis que... Pareil dans les délégations régionales. Mais qui en parlait? C'est le feu Châtelet qui en parlait. Il y a que dans ces ministères-là, comme il n'y a pas de toilettes, les gens prennent leur liberté dans le plastique. Non seulement le plastique, mais les cas des ascenseurs qui sont gâtés, c'est là où les gars vont là-bas, ils envoient la tuyauterie, monsieur le fou. Ils envoient le colis. Ils envoient le colis et puis voilà. Sans compter les bouteilles. Les bouteilles que les gens fabriquent, le Kossam et le Foléré, là, c'est Dieu qui nous garde. Parce que c'est là-bas que certaines personnes font pipi.
J'ai vu, pas qu'on m'a dit. Donc voilà. Et Donc, ce cas est évident aussi dans les délégations régionales. Donc quand vous allez dans un bureau de ministère, si vous avez la chance d'aller dans un ministère où on nettoie quand même, vous allez voir le sol sera propre, mais ne demandez jamais les toilettes. Va dans un commissariat et dis que tu veux pisser. donc Dis-moi, voilà. pour ne pas citer le nom du commissariat, la Karim, lève-toi un jour, tu dis que ouais maman, comme longue bouche quand il parle trop là, je vais aller dans tel commissariat faire pipi. Je te jure, Karim, tu ne peux pas. À l'entrée du commissariat, rien que les odeurs vont te rendre malade. D'accord. C'est que tu es obligé d'appeler ton médecin, que donc on fait comment? Voilà. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on se rend bien compte avec cela que on a donc un régime du renouveau qui a pris les rênes du pouvoir, comme vous l'avez signalé, Bobo Bengan en 82. Et quand on voit les chantiers qui ont été engagés, on se rend bien compte qu'il y a vraiment le néant et que c'est le vide total. Tous ces projets de routes, tous ces projets de bâtiments, tous ces projets de construction de ponts, il y a quand même beaucoup de projets qui n'ont pas abouti et ça pose problème, ça fait tâche. Ça, il faut le dire. C'est vrai que ceux qui nous regardent ont dit, ben, écoutez, il y a quand même eu quelques réalisations. On va comme toujours, nous vanter le second pont sur le Vouri, en oubliant qu'il y a un... Non, s'il vous plaît, ne dites pas second pont sur le Vouri. Oui. Quand vous dites second pont sur le Vouri, monsieur Fokussi, c'est la réhabilitation de l'ancien pont. C'est un pont, on ne voit pas deux ponts. Est-ce que c'est fini? Voilà. Est-ce que c'est fini? Est-ce que ça va finir? Parce que les gens vous parleront de l'aéroport de Simalin. Non, c'est un projet qui est resté là. Encore que l'axe original donc même a c'est pas un été projet dédié. de renouveau. D'accord, très bien. Donc, non, mais enfin, c'est pour dire que ceux qui nous regardent vont nous dire qu'il y a quand même des choses qui ont été Mais qu'ils nous faites. disent, même la Et donc, démocratie, monsieur, la il faut démocratie, prendrons cet À exemple-là. l'heure Oui. actuelle, on devait avoir au moins 4 ponts sur le Vouri. Bien Le sûr. premier pont d'après le slow de 75. Si vous partez, vous essayez de parcourir cela. Le premier devait partir de Bonabé pour Bonanjo, ligne directe. Le deuxième devait partir, passant par Souza, sur l'axe de Souza. Il devait tracer jusqu'à Niala. C'est-à-dire celui qui veut entrer, passer pour aller à l'ouest, sortant de Yaoundé, n'entre même pas dans la ville. Le troisième devait entrer par Douala, Douala normalement dans les zones d'Akwa et tout qu'on sort. Oui. Et l'autre devait sortir par le rond-point Maïtu pour ceux qui vont dans la Moussali. On parle de quoi, monsieur Lefort? J'aime qu'on beaucoup, nous a donné là, c'est quoi? j'aime beaucoup votre interrogation. On parle de quoi? On parle de quoi? On parle d'une misère infrastructurelle Oui. dans ce pays. Mais Alors, regardez que ceux qui ont voyagé ce week-end, ceux qui ont voyagé le week-end, qui sont rentrés samedi ont souffert. Papa, monsieur commence Lefort, par moi. pour traverser, ils ont souffert pour traverser. Père Mombo, nous sommes arrivés Les à embouteillages, Barré. j'en ai notre Nous sommes pareil. arrivés où ça a barré Bakem. Les embouteillages. Donc, je peux expliquer. J'ai dit qu'ils ont lancé une bombe, parce que tous les Camerounais ne vivent plus. Les voitures étaient alignées. Après, on a dit que passer par l'ancienne route. Est-ce que c'est l'ancienne route qui À nous laissait cause d'un camion, J'ai dit que l'accrochage qu'il y a eu à un dos d'âne avec une semi de mort. Nous, on a fait Vous comme arrivez ça. à Douala, au niveau, juste après avoir traversé au petit virage de Mabanda, à l'entrée de Mabanda, et il y a un camion qui est mort. Ça, le moteur s'est arrêté littéralement dans cette zone. On ne pouvait plus faire le tour des larges ronds-points qu'ils ont mis. Des ronds-points qu'ils ont mis. Il fallait ressortir. Il fallait passer par l'ancienne route. Et c'est comme ça qu'on a voir. vous avez un vrai problème avec les ronds-points dans ce Qui dans pays. Mais absolument. Non, mais Quand vous dans voyez, les non. pays modernes, ça Ceux qui dans n'existe un plus. village, tu sais que tu as 4 heures de temps pour arriver à Douala. Non. Tu quittes Non, à c'est très 17 gros heures, quand ça même, 2 c'est heures du très matin que tu C'est arrives à une, Douala. C'est devenu c'est même une le construction. barbatique. Ok, non, Que ce oui. soit à des dos, oui. rond-point même des dos qu'on veut faire. Là où, comment on l'appelait ça, borne 10. Borne 10, Et de rond-point de Non, c'est dépassé. voilà, d'abord à Bonabéry. Non, ouais. Or, l'engagement du chef de l'État pour 2004, c'était septennat des grandes ambitions, priorité infrastructure routière. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Et lorsque nous voulons questionner donc les chantiers des grandes ambitions aujourd'hui, mais 2004 à 2019, ça fait quand même plus de 10 ans. Oui. Voilà, moi, je ne D'accord. suis pas bon en arithmétique, mais au moins, si on avait commencé ces constructions, on aurait eu au moins une route, on n'en a pas une. Alors, Et même on les va chantiers de sortir. Yaoundé. Lorsque vous menez des enquêtes sur la majeure partie des chantiers de Yaoundé, Charles, vous vous Charles. rendez compte que parfois c'était piloté par le secrétariat D'accord. à la présidence, qui donnait à certains individus qui n'ont Alors, pas livré. Charles. Alors, la question fondamentale qu'on va se poser pour sortir de ce débat, c'est de savoir pourquoi, justement, ces chantiers-là n'avancent pas. C'est une question d'argent? Non, C'est une non. question... Du tout Qu'est-ce pas. qui se passe? Monsieur Eric Fopoussi, Oui. l'argent est décaissé.
pour des travaux, l'argent est décaissé. On dit, les gars démarrent les travaux, première chose, en grande pompe. Après, une autre situation. C'est le suivi de ces Oui, oui, manque de suivi, manque de contrôle et impunité. Oui. Et impunité. Donc, lui, je vous ai pris un exemple ici. J'ai vu le président Ayidjo venir voir jusqu'à la construction des maisons de parti de l'UNC. Là, le marché central de Douala, il vient à des endroits, j'allais dire, le gouverneur n'était même pas au courant. Il vous appelle en vous disant, non, monsieur le gouverneur, ne vous dérangez pas, je suis dans votre ville, ne vous gênez pas. Vous venez, il vient inspecter les travaux. Mais ici, malheureusement, personne ne regarde. Ok, merci. On va sortir définitivement pour prendre la revue des réseaux sociaux avec vous, Karine. Ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on s'intéresse notamment à ce week-end très enjoué de Jean de Dieu Momo, ministre auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, acclamé aux obsèques de No Chogwing, je pense que je prononce bien cette fois, à Banjul et dans son Bafou natal, que vous allez avoir en image. Et pendant ce temps, il y a un citoyen qui dénonce le silence incompréhensible des chefs traditionnels bamileke au moment où ce peuple placé traditionnellement sous leur responsabilité est jeté en pâture aux démons de l'ethnofascisme. Tout ceci va dans la droite ligne des questions ethnocentriques qui coulent sur la toile tous ces derniers temps. Alors, on va d'abord faire une précision sur ce plateau. Et d'ailleurs, hier encore, j'ai été pris en grippe dans un carrefour à Douala de personnes qui discutaient justement sur le sujet et qui s'offusquaient de ce que les chefs traditionnels de l'Ouest ne se soient pas légués, ne soient pas levés contre Jean du Momo. Je leur ai dit, c'est impensable, c'est impossible, c'est de la fiction que de penser comme ça, parce que les chefs traditionnels sont des auxiliaires d'administration. En plus de ça, la majorité d'entre eux sont militants du RDPC et Jean de Dieu Momo est ministre délégué donc auprès du ministre d'État chargé de la Justice, garde des Sceaux, Laurent Esso, et donc il est par cette occasion-là un allié du parti au pouvoir, le G20, la majorité présidentielle, et que même un coup de fil venu de Yaoundé pourrait obliger ces chefs-là à accueillir en grande pompe et à se, on va le dire, à se baisser, à faire allégeance à ce membre du gouvernement. Donc il n'y avait pas à spéculer sur le fait qu'on vomisse ou pas M. Momo après ses propos sur la chaîne d'État. Donc il y a ça qu'il faut préciser aux gens pour qu'on n'ait pas à multiplier les passions. Maintenant derrière, ce qu'il représente aujourd'hui, c'est clair qu'il n'est plus le même qu'avant parce qu'il est désormais membre du gouvernement et l'affaire Momo a pris des proportions, on le voit très bien en Israël et même en France. Le LICRA encore hier a commis un communiqué dans lequel il cite nommément Jean de Dieu Momo. Ça montre que cette affaire a pris une proportion terrible. On a également vu ce communiqué de la CRTV qui a demandé, bon, beaucoup estiment que la CRTV, que Charles Dongo, le DG, a demandé excuse à Comité Bamileke, mais je n'ai pas bien lu là clairement cela, mais il a clairement regretté les propos prononcés à l'encontre du peuple juif. Ça, c'est ce qui a été fait. Donc, il faut mettre tout ça dans un ensemble d'une affaire Momo qui commence à nous gaver un peu. On en a un peu marre, on est fatigué, que tous les jours, il y ait des épisodes qui s'enchaînent, qui s'entremêlent. Alors, bon, Bengan, quelle est simplement votre lecture de tout ce qui se passe? Non, je vais à votre suite. Donc, il y a ça qu'il faut préciser aux gens pour qu'on n'ait pas à multiplier les passions. Maintenant, derrière, ce qu'il représente aujourd'hui, c'est clair qu'il n'est plus le même qu'avant parce qu'il est désormais membre du gouvernement et l'affaire Momo a pris des proportions, on le voit très bien en Israël et même en France. Le LICRA, encore hier, a commis un communiqué dans lequel il cite nommément Jean de Dieu Momo. Ça montre que cette affaire a pris une proportion terrible. On a également vu ce communiqué de la CRTV qui a demandé, bon, beaucoup estiment que la CRTV, que Charles Dongo, le DG, a demandé excuse à Comité Bamileke, mais je n'ai pas bien lu là clairement cela, mais il a clairement regretté les propos prononcés à l'encontre du peuple juif. Ça, c'est ce qui a été fait. Donc, il faut mettre tout ça dans un ensemble d'une affaire Momo
qui commence à nous gaver un peu. On en a un peu marre, on est fatigué, que tous les jours il y ait des épisodes qui s'enchaînent, qui s'entremêlent. Alors, bon, Bengan, quelle est simplement votre lecture de tout ce qui se passe? Non, je vais à votre suite. Maître Jean de Dieu Momo est ministre de la République. Oui. À ce titre, les chefs traditionnels sont ses, j'allais dire, collaborateurs pour utiliser le même métier. Vous ne pouvez pas demander à un chef traditionnel de se lever contre un ministre contre ça veut dire qu'en fait vous l'amenez à la rébellion contre l'État. Ce n'est pas possible. L'autre chose, que parce qu'on parle trop, on a, j'allais dire, excentré le débat. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre des indépendances? Le même peuple, le peuple bamileke, à l'époque associé au peuple bassa. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à l'époque? Mais pourquoi ça crée tant de juges aujourd'hui? Et justement parce que, pourquoi la différence aujourd'hui, c'est que les gens sont à la recherche de l'argent. Alors qu'avant, c'était un combat où on était pour l'indépendance, on était contre. Et aujourd'hui, c'est la définition, ou alors la redéfinition du combat politique qui fait problème. Et c'est là où, moi, je pense que les citoyens devraient regarder pour savoir comment le régime du renouveau a, vous aimez utiliser le mot sclérosé, mais a amené les gens à ne pas s'intéresser à ce qui est essentiel. Le chef de l'État prête serment. D'abord, il a pris l'engagement qu'on aurait une constitution consensuelle et un code électoral consensuel. Ça, c'est depuis novembre 1991. On ne peut pas abroger la loi de 68 sur le code de la nationalité Cameroun. Oui. Précisément parce qu'il fallait casser l'Union des étudiants camerounais, l'UNEC, qui était membre de la commission de délivrance des bourses. Il fallait donc les casser pour commencer à contenir chaque étudiant à son ethnie, à sa tribu, pour arriver aujourd'hui à ce qui Et d'ailleurs, cette stratégie, on la voit très bien. Il y a comme cette institution qui est cachée quelque part au Cameroun et qui fomente ces stratégies d'ethnicisation des problèmes. D'ailleurs, on voit très bien que les partis politiques, désormais, lorsqu'ils naissent, on fait tout pour les réduire à la région d'origine de leur leader. On le voit. Vous faites bien, là je ne peux pas manquer de le dire. Effectivement, parce que justement, on a commencé par l'UNDP et l'UPC ensuite. D'accord. C'est-à-dire, quand le pouvoir en place, d'abord ça s'est tramé à ce sommet tripartite de Yaoundé, octobre-novembre 91, où il fallait enlever Samuel Lebois de la tête de l'UNDP pour mettre Bello Bouba Maïgari. Ensuite, Kodok vient, il signe l'alliance avec le RDPC. Vous savez avec qui il a signé? Avec un certain Fayou de Hapi. Voilà un ancien préfet. Il fallait donc enlever l'aile bamileke de l'UPC. Dans les nominations qui arrivent, Kodok entre avec les députés Bassa et un du Dunkam, qui est également d'origine Bassa. Donc voilà comment on commence à mettre en place un certain nombre de choses. Et plus qu'après, l'UDC vient avec un fief, on le confine là. Donc c'est comme ça qu'on veut progressivement confiner également le MRC et tous ceux qui vont avoir une idée, j'allais dire, qui ont un sentiment national. Et c'est pour cette raison que Oumnobé disait, en 1955, quand on avait interdit l'UPC, que même si vous créez votre parti politique et vous l'appelez la papaye, dès lors engagez une politique nationale, on va vous étiqueter, on va vous combattre. Et il a donc instruit qu'on crée le One Cameroun que Moumi avait créé et confié à Ndetoumaza. Et on l'a combattu dès le lendemain. Donc aujourd'hui, il faut que les Camerounais l'intègrent. Les bourgeois ne se combattent pas. Les bourgeois ne se combattent pas. Ils sont même ensemble. Ils créent des conflits pour nous distraire. Ils créent les conflits pour nous distraire. Ils sont là. Quand ils se retrouvent avec leurs patrons français, italiens ou tout, ils sont ensemble. Ils viennent ici. Voilà. Mais c'est quand même terrible qu'on ait réduit l'UNDP au nord, qu'on ait réduit le SDF à un parti d'anglophones, qu'on ait réduit l'UDC à un parti du Nord, qu'on ait réduit l'UPC à un parti des Bassa,
et qu'aujourd'hui on veut réduire le MRC un parti Bamileke. À un moment donné, quand même, cette succession de stratégie montre bien qu'il y a quelque chose quand même derrière. Et ça va même aller, ça va même se rendre. L'optique, c'est de l'emmener au parti Baham. Oui. Quand vous entendez le tube Baham, je vous dis, donc si ce parti ne fait pas attention, c'est-à-dire de rester même former son fief dans le Grand Nord, moi je lui recommanderais, même si je suis convaincu qu'on va condamner leurs doutes, que eux, ils disent que leur fief désormais c'est le Grand Nord. Qu'ils abandonnent même l'Ouest. Ils disent que le Grand Nord, ils vont conquérir le Grand Nord et ça va donner une autre coloration ici. Et ça participera justement à fragiliser ce régime qui terrorise la population. En tout cas, ces stratégies quand même qui se répètent au cours de l'histoire béguèbre au Cameroun, au cours de l'histoire, les partis politiques qui ont réussi à se lever, ont réussi après à les minimiser, à les régionaliser, soit à les départementaliser, maintenant vous dites à les réduire au village du leader. Voilà. Donc c'est quand même tout à fait... On va dire, c'est gros hein, pour que ça passe quand même. Une stratégie qui se répète et qui réussit. Ça, vraiment, chapeau à ces théoriciens. On va poursuivre cette revue des réseaux sociaux. On poursuit la revue des réseaux sociaux avec la crise anglophone Titus Doa qui écrit à Paul Biya, l'ancien secrétaire général de la présidence de la République et ancien médecin personnel de Paul Biya, demande à ce dernier d'arrêter la rhétorique de la guerre sur la crise anglophone. Et il livre quelques pistes de solutions par la suite. Et il commence tout de suite par nous dire que, par nous établir déjà les faits, qui selon lui demandent déjà à croire depuis ce qu'il faut croire, la morale de ce qu'il faut faire, l'anagorie vers ce qu'il faut tendre, et il y a aussi des faits historiques qui datent depuis 1916 et à la fin, donc avec la fin de la Première Guerre mondiale et la perte des colonies allemandes. Donc il nous retrace un peu l'histoire de la création de notre Cameroun et la possession désormais de la passation du Cameroun sous mandat et sous tutelle et ainsi de suite. Et il va de là pour entrer directement dans la période post-coloniale de Amadou Ahidjo 1957 à 1982, une période post-indépendantiste sous la direction du président Amadou Ahidjo, où il termine avec l'organisation du référendum de 1972. Et là encore, on a un changement en 1982 avec l'arrivée du président Paul Biya, dénomination du pays qui passe de République unie à République tout court, ce qu'il considère comme outrageusement humiliant, et c'est un camouflet incompréhensible pour lui qui a montré déjà une grosse séparation du Cameroun vers l'idéologie de l'unité qui était première. Maintenant, il termine avec certaines conséquences à la fois économiques, sociales et ainsi de suite, et il termine avec on appelle ça comment, des recommandations, encore des propositions de solutions pour pouvoir mettre fin à la crise anglophone. Je pense que c'est par là, c'est un peu ça, la petite synthèse que nous donne la revue des réseaux sociaux par rapport à la lettre de Titus Doa ce matin. D'accord. Bon, Robingan, Titus Doa, on va d'abord questionner le profil de cet homme politique, homme d'État. On peut se risquer à l'appeler homme d'État puisqu'il a, on va le dire, flirté avec le sommet de l'État. Il a été le collaborateur le plus proche d'ailleurs de l'État pendant de nombreuses années. Lorsqu'il parle, on doit s'arrêter pour écouter. Absolument. Oui. Absolument. C'est d'ailleurs, je pense que si certains intellectuels le feraient ainsi, ça allait nous avantager. Oui. Lorsqu'il quitte le gouvernement, le dimanche, le 20 avril 1997, deux brillants intellectuels se sont alliés à lui. Ils sont décédés aujourd'hui, Mongo Betty et Fabien Eboussi Boulaga. Oui. Donc, bon, je veux dire les intellectuels qu'on ne peut pas qualifier d'intellectuels du ventre. Donc, voilà. C'était des grands penseurs. Pourquoi cela réalise-t-il à Titus Doa, justement par rapport à ce que vous relevez tout à l'heure, c'est que voilà quelqu'un qui a accepté, qui a accepté être pour cette population parce qu'il a vu que c'est bloqué. La situation est bloquée. Donc, quand ça vient de lui, on sent, il a, j'allais dire, non seulement les éléments, mais on voit un citoyen qui a le ressenti, s'est dit, mais notre génération risque de laisser nos enfants dans une situation compliquée. On fait comment? Il élabore les pistes. Oui. Donc, il faut vraiment l'écouter. D'accord. Il sait de quoi il parle. D'accord. Alors, Chalamel, sur cette sortie
de Titus Edzoa. Qu'avez-vous à dire? Alors, je pense que c'est quelqu'un qui a pris la peine, même du fond du cachot dans lequel il se trouvait, à suivre avec minutie l'ensemble des étapes de cette sale guerre, de cette crise qui aujourd'hui aspire à une complexité encore, chaque jour qui passe, une complexité qui se met en place. Il a commencé, parce que j'ai parcouru, il a commencé par à poser les faits, comment est-ce qu'on a arrivé à cette partition du Cameroun, comment est-ce qu'on a eu trois Cameroun, comme il dit, le Cameroun francophone, la République du Nord, Northern Cameroun et Southern Cameroun. Il va plus loin en précisant, M. Eric Fopoussi, la duperie qu'il y a eu, n'est-ce pas, la duperie qu'il y a eu avec les anglophones, et le renforcement de cette duperie par le chef de l'État, c'est-à-dire le régime des Yaoundé, comment ils sont venus appuyer ce qui avait déjà été initié. Il allait au niveau de l'enlisement même de la crise en disant, bon, voilà autant de faits qui ont poussé à l'enlisement de cette crise. Il a attaqué les solutions proposées par le chef de l'État, dont la première, qui était la mise sur pied de la commission du bilinguisme et du multiculturalisme, en disant tout de go au chef de l'État que c'était une donnée déjà fausse. Mettre ça sur pied était faux dès le départ, dans la stricte mesure où ce n'était pas un problème de langue. Ce n'était pas un problème de langue, c'était toute autre chose. Vous allez créer un truc mythique, ce n'était pas un problème de langue. Ça veut dire que les informations qui vous avaient été données, soit étaient fausses, soit vous avez voulu distraire, vous avez fait exprès pour vouloir distraire le peuple. Non, autre chose, il a abordé la question de ceci, que les véritables acteurs sont connus. Pourquoi les véritables acteurs ne sont pas associés à la cause? Et quand on parle d'acteurs, forcément, on va voir Dorothy Ndima, on va voir Aboué Machoui, les principaux acteurs. Pourquoi jusqu'aujourd'hui ces personnages font fi de pouvoir ouvrir la bouche et de dire un certain nombre de choses, ou prendre position littéralement? Il parle de là en disant, tout ce que vous avez envisagé comme solution, tout ce que vous avez mis sur pied comme commission, n'était que de la poudre de perlimpinpin. Les vrais problèmes sont ailleurs. Il est temps de les regarder. C'est là où il fait des recommandations ou des propositions de solutions. Donc je pense, monsieur, il faut aussi que cette lettre est toute bienvenue. Elle tombe elle tombe à pic à la bonne heure. Est-ce qu'il y aura donc en face des bonnes analystes, ou ceux-là qui vont décrypter, ou alors on va se retrouver avec ceux qui disent il a faim, il veut revenir aux affaires, souvent comment on va lui donner un petit ou encore une vengeance, ou encore... Voilà comment... Ou bien la meilleure, c'est qu'il souhaite déstabiliser le Cameroun, vous savez. Ah voilà, tout à fait. Ça c'est le mot de passe désormais. On va faire encore les attaques de balles. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour cette revue des réseaux sociaux, Karine Sonti. On va tout de suite, madame, monsieur, prendre le pas sur plein gaz. On revient dans tout instant. Oh, la douce. Mon gars vient de me lâcher. Il n'a même pas mis un mois. En plus, pour le trouver, il faut faire le tour de la ville. C'est parce que vous utilisez n'importe quel gaz. Moi, j'utilise seulement plein gaz. Et il ne me fait jamais ce coup-là. Il m'est long, il est facile à trouver. Et en plus, on me le livre à domicile. Attends, je vais t'aider. Mais non, Plein Gaz ne vous fera jamais ce coup-là. Plein Gaz est le partenaire idéal des ménages, des cafés-restaurants, des boulangeries, des hôtels. Pour une livraison à domicile, contactez-nous au 680 00 00 75. Plein Gaz, plein de gaz, plein de sécurité. Et donc, pour en parler, Consti Lamine avec nous encore ce matin. Consti, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients qui sont à la recherche des gaz domestiques de très bonne qualité. Alors je commencerai déjà par la livraison à domicile, parce qu'on a attendu le spot avec cette information-là, livraison à domicile. Bien entendu, c'est donc effectif avec Plein Gaz qui vous permettra de recevoir votre gaz à la maison dans les régions du littoral, du centre et de l'ouest en payant tout simplement la somme de 500 francs seulement. Oui, je dis bien avec 500 francs, vous êtes livré à domicile dans les différentes régions du littoral, du centre et de l'ouest. Les autres régions du Cameroun seront également livrées grâce à nos différents partenaires qui sont dans ces différentes régions. Voilà donc pour ce qui est de la livraison du gaz Plein Gaz à la maison.
Nous allons tout de suite présenter ce produit. Il faut le rappeler, chers téléspectateurs, Plein Gaz n'a rien à voir avec les autres gaz qui sont vendus sur le marché camerounais. Plein Gaz est une bouteille stylée, est une bouteille Nyanga, est une bouteille qui est toujours pleine. Oui, je l'ai toujours souvent dans cette émission. On peut utiliser Plein Gaz pendant 8 mois pour le célibataire et 6 mois à 7 mois pour une maison qui a assez d'enfants. Parce que Plein Gaz est toujours plein. Ah ben oui, c'est un gaz pas comme les autres que vous retrouverez dans les 10 régions du Cameroun. Livraison à domicile 7 jours sur 7 et un prix défiant toute concurrence. Parlant bien sûr du prix, nous allons commencer tout de suite par vendre la bouteille vide de 12 kg et demi. Ah ben oui, une bouteille vide de 12 kg et demi, vous l'avez à 15 500 francs. Du côté, bien sûr, de nos différents points de vente du Cameroun, je dis bien, la bouteille vide, bien entendu, de 12 kg et demi, vous l'avez à 15 500 francs. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs. Dans les 10 régions du Cameroun, vous débourserez tout simplement la somme de 15 500 francs pour avoir une bouteille vide de 12 kg et demi de Plein Gaz. La recharge, vous la connaissez déjà, c'est 6 500 francs pour ce qui est de la bouteille de 12 kg et demi. Et quand on va faire les calculs, vous serez tout simplement à 15 500 plus 6 500. Vous allez voir que la bouteille vous revient à 22 000. À côté, bien sûr, de la bouteille de 12 kg et demi qui coûte 15 500 francs, on a également la bouteille de 6 kg. Ah ben oui, pour les étudiants, pour ceux qui n'ont pas assez d'argent, pour ceux qui n'ont pas assez d'espace à la maison, la bouteille vide de 6 kg et demi de Plein Gaz, vous l'avez à 10 975 francs. Ah ben oui, c'est un véritable salaka avec Plein Gaz. À côté, bien sûr, de la bouteille de 6 kg et demi, nous allons conclure la vente de ce matin en interpellant ceux qui ont des restaurants, les hôtels, les boulangeries, les grandes maisons avec la bouteille vide que vous retrouverez ailleurs à plus de 75 000 francs. À Plein Gaz, vous l'avez à 45 000 francs. Commandez-les à présent dans toutes les 10 régions du Cameroun. C'est l'occasion plus que jamais d'avoir une bouteille de gaz à la maison à partir de 15 500 francs pour la bouteille de 12 kg et demi, 10 975 pour la bouteille de 6 kg et 45 000 pour la bouteille de 50 kg. Ah ben oui, qui dit mieux? Il n'y a que Plein Gaz. Bouteille toujours pleine, disponibilité, fiabilité, qualité et livraison à domicile dans toutes les 10 régions du Cameroun. Et je rappelle également que Plein Gaz est également en plein cœur de Promote à Yaoundé. Pour ceux qui sont à Promote, courez rapidement dans notre stand situé en face Eneo. C'est à Promote à Yaoundé pour les congrès et bénéficier des avantages énormes, chers téléspectateurs. Avoir le gaz dans la maison, c'est bien, mais avoir Plein Gaz, c'est encore mieux. Donc, any man today must buy Plein Gaz for 15,500 francs. You get Plein Gaz for us. Thank you plenty and see you tomorrow time. Beaucoup. Merci beaucoup, Constille Lamine. Madame et messieurs, on va poursuivre l'émission de ce matin avec interpellation. Comme chaque matin, on va aller regarder l'élément et nous sommes de retour juste après pour les commentaires en plateau. À tout de suite. La meilleure idée actuellement dans notre pays, il faudra juste créer des emplois pour les jeunes. Parce qu'actuellement, la jeunesse, plus de la moitié, plus d'un quart même de la jeunesse camerounaise aujourd'hui se trouve dans le benzine, dans la moto, après le benzine monter les ânes. Or, quand on regarde même dans le cadre même du social, ils sont nombreux qui n'aiment pas emprunter la moto. Or, de lundi à lundi, la jeunesse du pays est dans la rue. Ce qui fait qu'il suffit que d'un rien du tout et tous vont tomber dans la rue. Or, il faut quelque chose pour un peu épargner cela des jeunes. Voilà, cette jeunesse camerounaise laissée comme on le voit donc à elle-même, qui n'a donc rien à faire et pourtant on nous dit que le pays est à construire. Il faut trouver des solutions à cette problématique fondamentale, Bobo Bengan. Oui, et il y en a certains de nous disent au quartier, certains téléspectateurs disent, nous on ne fait que critiquer, est-ce qu'on ne voit rien de bon qui soit fait? On aimerait bien, parce que lorsque voilà un micro-baladeur, on peut se dire que naturellement que les Camerounais vraiment nous disent depuis
82, qu'est-ce qui a été fait de bon? C'est-à-dire que même le football, qui nous a rapporté, je pense, on a déjà 5 trophées africains. Oui. Et voilà, quart de finale, médaille d'or olympique, quart de finale, la Coupe du Monde. On me dit, mais pourquoi même là-bas ça ne marche pas? Le football ne marche pas. C'est-à-dire que les jeunes n'ont pas de perspective. Et le dire, ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas insulter l'intelligence des Camerounais. Mais qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans le pays dérogé? Mila, il atteint les quarts de finale de la Coupe du Monde. On n'arrive pas. Eto'o ne peut pas venir ici avec les Ronaldinho et Messi pour que les Camerounais qui ont la vocation d'être sportifs s'en inspirent. Et vous parliez dernièrement d'un Camerounais qui joue à la NBA. Voilà. Oui. Et on peut associer à lui Batum et le fils de Yannick Noah. Oui. Joachim Noah. Donc j'aimerais bien savoir. Ou bien Luc Bahamouté, lui aussi. Voilà, Luc Bahamouté. Si nous venons de ceux qui ont fait l'école, les Simo, les Zang, Arthur Zang, de tout. Bon, et ils partent. Ils partent alors qu'ailleurs, vous avez vu un savant malien rentrer, commencer à enseigner les mathématiques et les sciences physiques en Bambara. Et on lui ouvre les portes. On crée une université panafricaine de sciences et de technologies qui est encadrée par lui. Donc, je comprends pas. Seule différence, cette fameuse loi 68, d'ailleurs, parce que le Mali et le Sénégal, là-bas, ils accèdent à la double nationalité, à la multinationalité, mais au Cameroun, on est encore dans notre sacro-saint principe de l'unique nationalité camerounaise, et que lorsque vous avez donc acquis une autre nationalité, on vous laisse hors du champ camerounais, sauf pour ceux qui, justement, comme vous le savez, ont un discours différent avec le régime. Il faut dire que c'est le banditisme politique. Voilà. Des choses comme elles sont. Bon, ça c'est bon. Non. Ça c'est vos termes. Prenez les joueurs de l'équipe nationale du Cameroun de football aujourd'hui. Vous pouvez me dire qu'il y en a, vous direz qu'aujourd'hui, presque toute la moitié a une double nationalité. Ceux qui ont atteint les quarts de finale en 90 en Italie, il y en avait au moins 15 qui avaient de double nationalité. C'est pas une tricherie, ça? Et lorsqu'ils rentrent, il faut bien que Jacques Chirac rappelle au président Biya que vous avez dit à ce monsieur, et il le nomme ambassadeur itinérant, alors que Mila était là. Donc voilà. Le chef de l'État lui avait dit, vous verrez. Il fallait que Jacques Chirac le mette dans ses valises. Donc voilà la photographie réelle du Cameroun dans lequel nous vivons. Il n'y a pas de fiction dans ce que nous vivons. D'ailleurs, quand on le dit, c'est parce qu'il y a des éléments probants et concrets qui sous-tentent ces allégations. Absolument. Il faut dire, et pour ceux qui nous regardent de Douala ou de Yaoundé, il faut juste faire un tour dans les quartiers. On parlait ici tout récemment de Kolmesseng. Est-ce qu'on va dire que Kolmesseng est beau? Et pourtant, on voit très bien que là-bas, les gens ont des difficultés à se déplacer parce qu'il y a beaucoup de poussière. Est-ce qu'on va dire qu'un quartier comme Biémassi, où il y a le carrefour tristement appelé carrefour un gros caca, est-ce qu'on va dire que là-bas ça sent le parfum, je sais pas, alors que la rose, merci tendance, alors que là-bas ça pue grave. Je veux dire, à un moment donné, quand même, on est dans un pays où on va dire les vérités aux gens. C'est le rôle, d'ailleurs, le métier que nous faisons, de surtout que les trains qui n'arrivent pas à l'heure, parce qu'un train qui arrive à l'heure n'intéresse personne. Donc, c'est ça la réalité. Alors, on va, Chalamet, vous faire réagir. Monsieur Eliko, sur ce, oui, allez-y. Le Cameroun a passé 40 ans de son existence à travailler sur fond de diplômite. Vous avez le diplôme, vous êtes quelqu'un de bien. Vous aspirez à travailler dans un bureau, cherchez à avoir le diplôme, cherchez à avoir... Mais au moins, il ne fallait pas que l'eau coule. On n'avait même pas de diplôme. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Au moins, si on allait à l'école bien et avoir le diplôme, ça se comprendrait. Mais l'eau coulait. D'accord. Puisqu'on les achetait. D'accord. Nous avons des gens qui ont eu des diplômes, des probatoires, des baccalauréats, des BPC, qui ont cherché à faire des concours. À un moment donné, il y a une rupture, on a dit non, on va chercher la professionnalisation. Il faut penser à autre chose. On a mis sur pied les BTS dans les années 85. Les Camerounais ont foncé tête baissée dans les BTS, même avec les BTS avant ça, avec licence professionnelle, master professionnel. On est dans une administration, dans un pays où tout le monde tâtonne. On ne sait pas, on ne connaît pas partir d'un point X pour aller plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le révélateur de cela, c'est le nombre de mototaxis qu'il y a
au Cameroun. Donc c'est le juge de paix de ce pays qui est donc enfoncé dans les abîmes de la pauvreté. Nous sommes au Cameroun 8 millions de pauvres sur 22 millions d'habitants. C'est inacceptable avec toutes les richesses que nous avons. On a beau dire ce qu'on veut dire sur le Cameroun, mais c'est une réalité. Au Cameroun, vous mourrez encore parce que vous êtes allé à l'hôpital, on vous a demandé de payer le code avant de vous consulter. C'est une réalité, on ne fait pas de la fiction. Quand vous allez à l'hôpital au Cameroun, on vous demande de payer votre code avant qu'on vous consulte. C'est une réalité. Voilà. On va tout de suite, madame, monsieur, retrouver le plateau B avec Constilamine une fois de plus, avec qui on va parler une fois de plus du concept Salaka, et lequel concept dans Salaka va nous permettre évidemment de parler de Red Copper ce matin et des gants, super gants. Constilamine, une fois de plus, c'est à vous. Voilà, nous restons toujours dans la cuisine, nous restons toujours dans le modernisme, nous restons toujours dans la qualité pour parler cette fois-ci des poêles Red Copper et des gants de cuisine super gants. Et ce matin, nous allons parler du prix et bien entendu des modalités de livraison pour ceux qui ne sont pas dans la ville de Douala. Mais c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire merci à une très grande cliente qui est passée dans notre magasin hier et qui nous a acheté pratiquement 7 poêles de super gants pour sa maison. C'est bel et bien Madame Calais Aude, technicienne du cuir, qui nous a rendu visite hier du côté du magasin 1001 Tapis. Nous allons tout de suite parler du prix. Alors ce prix, bien il faut le rappeler, chers téléspectateurs, c'est 14 000 francs pour votre poêle Red Copper. Ah ben oui, un prix que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Cette poêle qui ne colle pas, cette poêle qui est stylée, cette poêle qui est nyanga, vous l'avez à 14 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. C'est bel et bien la poêle Red Copper. À côté bien sûr de la poêle Red Copper, on a également ces gants de cuisine, super gants, que vous retrouverez à 5 000 francs au magasin 1001 Tapis. Ce sont des gants de cuisine qui permettent d'être à l'abri des brûlures. Vous les avez à 5 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 Tapis. Alors ceux qui ont besoin de l'ensemble de ces deux éléments de cuisine, notamment la poêle Red Copper et la paire de gants, vous déposerez tout simplement la somme de 16 500 francs pour avoir les deux articles, soit une réduction de 2 500 francs, vraiment que pour ce qui est du prix de la poêle Red Copper et de la paire de gants super gants. Revenons à présent sur les modalités de livraison. Alors ceux des téléspectateurs qui n'ont pas le temps de venir dans notre magasin, le magasin 1001 Tapis, pour acheter ces deux articles, peuvent tout simplement nous appeler et passer leur commande. Quel que soit où vous êtes, vous serez livré grâce au concept Salaka. Alors chers téléspectateurs, ne l'oubliez surtout pas. Avoir une poêle, c'est bien, mais avoir la poêle Red Copper, c'est encore mieux. Parce qu'elle est de qualité, elle est solide, elle est durable, elle ne colle pas et on n'a pas besoin d'utiliser assez d'huile pour réaliser ces fritures. Merci et surtout, rendez-vous au magasin 1001 Tapis pour acheter votre poêle et bien entendu, votre paire de gants super gants. Merci Constilamine, merci infiniment à vous. On va donc, madame, monsieur, sortir définitivement de ce programme avec quelques messages. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup lu ce matin, mais on doit faire l'effort de contenter quelques-uns ou quelques-unes des personnes qui nous écrivent et qui veulent elles aussi avoir voix au chapitre. Les Camerounais d'ailleurs sont demandeurs de plus en plus de paroles publiques pour exprimer leur désarroi, leur opinion sur la gestion des affaires publiques au Cameroun. Karine Sonti, allez-y. Oui. Ex-Régie Fercam relevant du secrétariat public, je ne sais pas trop, SP, n'étant pas un parti politique, revendiquent leur pension retraite que Camrail et les représentants du gouvernement, statut particulier, oui. N'étant pas un parti politique, revendiquent leur pension retraite que Camrail et les représentants du gouvernement n'ont pas tenu compte lors des négociations sans pension depuis 20 ans. À partir du 28, un mouvement pacifique d'humeur sera observé. Aboudem qui nous écrit ce matin. D'accord. Absolument. Bon, c'est un dossier qu'on connaît très bien. Fin décembre 2007,
115 étaient déjà décédés. Oui. Parmi Donc, les ils sont à 603. 116, puisque Ils sont déjà, voilà, il y a 116. Voilà, ils sont déjà 116 décédés sur les Et 603. chaque fois qu'il y avait des gens qui tombaient, ils faisaient des communiqués qu'ils allaient afficher en disant nous étions tels au début du combat, voilà encore 30 qui viennent de tomber pour cette année, payez-nous afin qu'on a assez soigné. D'accord. Vraiment, c'est très grave avec ces chantiers abandonnés. Nous sommes ici à l'université de Douala. Il y a des bâtiments qui se trouvent derrière la faculté des sciences qui est abandonnée depuis plus de 2 ans alors que nous manquons des salles pour faire cours. Même l'UIT de Douala, il y a un chantier qui a été abandonné pendant longtemps. Le rédacteur de Puy Dorbonne qui nous écrit. Il y a 2 jours, le lieu où vous appelez Forum à l'ESSEC, la toiture, la charpente s'est écroulée. Vous l'appelez Forum? Oui, c'est le Forum. Voilà. Oui. Allez-y. Un des indicateurs de dérapage d'un enfant, c'est la dégringolade de ses notes scolaires. D'accord. Alors, j'aimerais juste donner les chiffres au Cameroun. C'est les chiffres du Comité national de lutte contre la drogue. En 2018, 21% des Camerounais ont une fois consommé la drogue et 60% de jeunes, écoutez bien, 60% de jeunes entre 20 et 25 ans sont des consommateurs réguliers de drogue au Cameroun. 60%, plus de la moitié. On est fini. Plus de la moitié. Alors, madame, monsieur, merci infiniment. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain 10h. Merci de rester fidèle à Equilox Télévision. Que Dieu bénisse le Cameroun.